Eh bien, salut à tous les poulets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Ce son qui me donne des frissons. C'est l'épisode 2. Vous êtes venus chercher un peu votre dose de nostalgie. Et aujourd'hui, l'épisode se porte sur un artiste que j'apprécie tout particulièrement, un de mes artistes favoris dans le rap francophone. On va parler évidemment de l'artiste belge Hamza. Le son que je vais présenter dans cette vidéo, c'est le son Paradise. Donc bienvenue dans ce deuxième épisode de ce son qui me donne des frissons. Notre mission reste la même, parler de ces mots morceaux qui nous marquent au fer rouge, qui nous transportent et qui racontent au-delà des notes une histoire personnelle, une émotion forte et une époque. Aujourd'hui, on quitte les rues de Compton dans lesquelles nous étions avec Kendrick Lamar pour atterrir en Belgique, puis sous le soleil marocain en compagnie du South God, on va disséquer un titre qui m'est incroyablement cher, Paradise de Hamza. Donc ce son, c'est bien plus qu'un simple single, c'est le symbole d'un shift dans mon parcours d'auditeur. Je vais donc remettre du contexte en vous parlant de mes souvenirs à propos d'Hamza et mon avis et mon état d'esprit vis-à-vis de lui jusqu'à la sortie du single et de l'album Paradise en 2019. Donc je vais un peu parler de mon rapport à Hamza et à mes débuts de ma découverte avec sa musique. Donc pour comprendre un peu son importance, il faut remonter à la fin 2017, début 2018. J'étais encore au lycée, j'étais en seconde. Et à l'époque, mon pote Guillaume, il écoutait pas mal Hamza. Et avec un autre des potes de ma classe qui s'appelait Thomas. D'ailleurs, je leur fais une grosse dédicace s'ils écoutent ce podcast. Voilà. Bisous à vous les mecs. Et donc Thomas et moi, on passait un peu notre temps à vanner notre pote Guillaume sur le fait qu'il écoutait Hamza, que Hamza il était nul à chier, qu'il était pas crédible, qu'il faisait 1m50, voilà. Un peu tous les qualificatifs qu'on peut lui trouver quand on connaît pas bien sa musique. Alors moi, Hamza au début, hein, quand j'écoutais, etc., je vais pas mentir, c'était vraiment pas ma cam. Je trouvais qu'il y avait trop d'autotune et je le trouvais pas vraiment crédible. Trop d'autotune dans le sens où à cette époque-là, c'était un peu mes prémices dans le, on va dire, à écouter du rap. Et moi, j'étais vraiment sur un espèce de rap très, pas traditionnel, mais plus, moi, l'autotune, tout ça, ça me parlait pas trop, au début en tout cas. J'étais vraiment dans, on rappe sur une prod normalement, on comprend ce que tu dis. J'avais pas trop ce truc méga quinri à cette époque-là, qui m'est venu par la suite après, en écoutant plein d'artistes, en découvrant, en m'intéressant, en ayant de la curiosité. Mais pourtant, il y avait un paradoxe dans ce rejet, parce que je me souviens très bien du clip de La Sauce, voilà, un son classique de Hamza, iconique, c'est un peu son premier titre qui a bien marché. En fait, il avait vraiment bien marché, il avait clippé le son. On avait aussi eu Mehdi Maizi qui, chez Ocalm, OKLM, la radio de Booba, avait son émission du lundi au vendredi, je crois bien, c'était La Sauce. Voilà, il y avait une matinale, il y avait le soir aussi. Honnêtement, c'était une époque incroyable. Quand j'y repense avec nostalgie aussi. Il y avait une superbe équipe avec Aurélien Chapuis qui était là souvent, Driver, plein d'invités, Wafa. Enfin bref, c'était vraiment une superbe époque. Et donc ce clip de la sauce, musicalement, je le détestais, voilà. Mais je le regardais à des moments pour rire parce que je trouvais vraiment je le trouvais vraiment un bizarre ridicule dans le clip. Même aujourd'hui, quand je regarde le clip, ça me fait quitter un son maintenant que j'adore. Le clip, je le trouve toujours aussi drôle parce que je suis pas sûr qu'il était tourné à ce second degré-là. Par exemple, il y a un plan où Hamza il est sur son lit là, dans cette espèce de grande maison, il n'arrive même pas à toucher le sol avec ses pieds, donc ça quand il est assis sur le lit, c'est très drôle. On a un autre plan où il y a une meuf qui descend des escaliers et lui en fait il passe la tête derrière quand il la regarde en fait descendre des escaliers pour mater évidemment son énorme cul. Voilà, donc je trouve le clip très drôle, très marrant, qui est à la fois absurde et désinvolte et ça me faisait vraiment rire. Vous voyez donc que je n'étais absolument pas client de sa musique, mais il était déjà là, dans un coin de mon esprit, à travers de l'humour et des moqueries. Comme je l'ai dit, le rejet était total. Dès qu'il sortait quelque chose, c'était un peu l'occasion de se moquer gentiment de mon pote et d'Amza. Puis, le 1er juin 2018, arrive l'album Double Hélice 3 de Caballero et Jean Jass, donc le fameux duo du rap belge. Et à ce moment-là, j'étais bien à fond dans leur musique, j'aimais beaucoup, je m'étais bien pris Double Hélice 2. Je kiffais certains feats qu'ils avaient sortis, notamment
Ninja et Gargouille avec Al Capote sur Les Marches de l'Empereur, qui a un son incroyable, un des meilleurs featuring de Alka et de Caballero et Jean Jas, je trouve le son est dingue. Et à la sortie de Double List 3, le projet contenait un featuring avec Hamza, que j'avais trouvé absolument horrible, inaudible à la première écoute. C'est un album que j'avais trouvé vraiment très cool à la sortie, même si aujourd'hui, avec du recul et les années, il est pas du tout, c'est pas du tout un des meilleurs albums de Kaba et Gigi. Même s'il y a quelques fulgurances, il y a quelques très bons feats, quelques bons sons. Notamment, moi j'aimais beaucoup, à l'époque, hein, j'aimais beaucoup le son avec Sofiane, le son avec Romeo Elvis, et aussi j'aime beaucoup le featuring. Il y a récemment, l'année dernière ou il y a 2 ans, je me le suis bien repris, le feat avec Chrissy, voilà un autre artiste belge. Et donc c'est un projet sympa, mais qui était un peu trop. Ils avaient essayé d'être un peu trop mainstream, je trouve. Ils étaient un peu perdus sur cet album-là. Donc voilà, sur ce featuring-là, avec donc Hamza, le son il s'appelle Bay, enfin voilà. Et donc c'est un featuring sur une prod de Easy Dew, sur un son très estival, axé pour les vacances. Et quelques semaines plus tard, voilà, donc le 20 juin 2018, le clip de ce fameux titre sort. Je l'ai regardé et j'ai redoublé de moqueries. C'était un clip qui avait été tourné, je sais pas, il avait été tourné peut-être à Cuba, ou je suis pas sûr, mais c'était dans une île où on a Kabaji et même Mehdi Maizi qui est dans le clip. Et le clip, il est vraiment très sympa, très cool, on sent la bonne vibe. Il correspond totalement à la vibe du son. Je regarde le clip une première fois, je redouble de moqueries, je trouve le son toujours aussi nul et le clip aussi mauvais. Et c'est là que l'inexplicable se produit, chose qu'aujourd'hui je ne pourrais pas justifier. J'ai décidé ce jour-là de jouer le clip en boucle pendant peut-être 1 heure entière pendant que je jouais à FIFA. J'ai vraiment écouté en boucle, dès que le clip finissait, je le remettais à zéro, j'écoutais en boucle, me demandez pas pourquoi. C'est un peu du sadomasochisme, mais bon, je sais pas, ça n'a aucun sens. Mais je continue à rire du clip jusqu'à ce que, à force d'écouter le son, sans crier gare, je commence tout doucement à kiffer le son. Et donc là, c'est le point de départ. Ce premier titre de Hamza que j'ai réellement apprécié et qui est un peu devenu le prélude d'une longue histoire d'amour avec sa musique. Le rejet initial fondé sur une analyse trop centrée sur un rap traditionnel et qui n'était pas totalement, on va dire, à propos de cette nouvelle forme de rap autotune américaine que j'écoutais pas forcément. J'avais pas les oreilles faites pour écouter Hamza à ce moment-là, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut un temps d'adaptation. Et donc toutes ces a priori que j'avais là, en fait, ils ont été brisés par l'énergie hypnotique et l'atmosphère de sa production, de ce titre-là. Parce que depuis le début de sa carrière, Hamza, il est quand même, c'est un artiste francophone vraiment unique. Il a été toujours différent de ce que faisaient les autres. Alors évidemment, hein, c'est un mec qui s'est buté au rap américain. Voilà, il se le cache pas, il peut pas se le cacher de toute façon. Mais je trouve que Hamza, il a toujours réussi à recracher ses influences américaines qu'il a beaucoup écoutées en étant crédible et en n'étant pas une énième pâle copie conforme d'un rappeur américain. Voilà. Il ramène son propre truc. C'est des influences qu'il ingère bien et qui recrache, mais en ayant sa patte à lui. La musique de Hamza, axée sur les mélodies, le mood, ce n'est pas faite pour une analyse immédiate, elle est conçue pour une immersion émotionnelle. Et la répétition que j'ai subie ou que je me suis infligée a permis cette immersion totale, transformant ma critique en adhésion sur un axe particulier. C'était donc les sons d'été d'Hamza dans un premier temps qui m'ont vraiment fait kiffer. Une fois la brèche ouverte, j'ai par curiosité écouté d'autres de ses titres de son répertoire. Un mois après ce son-là que je kiffais Bay, un mois après ce premier déclic, je me suis mangé son featuring avec DC's. Le titre s'appelle Marquise, c'était sorti en 2017. Et c'est un son exceptionnel encore une fois. Le refrain d'Hamza il est génial. Et cerise sur le gâteau, dans le couplet d'Hamza, il fait un espèce de pastiche, un hommage à ma Benz donc, du mythique groupe NTM, qui était un titre que j'adorais énormément. Donc cet hommage inattendu, entre la nouvelle vague et les classiques du rap français, a suffi à m'envoûter et m'a aidé à avoir des nouvelles clés de compréhension et à me raccrocher à quelque chose. Et j'avais vraiment adoré ce titre qui est toujours, qu'on réécoute aujourd'hui, vous vous mettez l'été au bord de la mer, vous écoutez Marquise, voilà, vous avez tout réussi, c'est un mood c'est un mood incroyable. Comme ça, il jouait déjà sur ce terrain mélodique. La même année, en 2018, il sort Love Break
en featuring, ça c'était un feat avec un producteur, et il sort aussi Designer. Alors si j'ai pas de souvenir de l'écoute de Love Break à cette période, c'est un super titre, voilà. Dans la même veine des titres d'été que j'ai cités avec Bey, Marquise, Love Break a totalement sa place, voilà, avec ce refrain et ces espèces de, je sais pas comment dire, ces petits tambours, ces petites percussions un peu, on va dire des îles qui nous envoûtent complètement sur le refrain. C'est un super son. Mais par contre, je me souviens d'avoir écouté Designer, et qui était un son que j'avais pas du tout accroché. Je trouvais ce morceau, c'était un morceau qui était beaucoup plus trap, sombre, et qui correspondait pas à la facette de l'artiste que j'aimais à cette époque-là. Malgré un clip qui était vraiment bon, il y avait notamment une collaboration avec Nike sur ce clip-là. Ma préférence s'était clairement établie sur son côté crooner, sur les sons à couleur chaude, couleur d'été. Quelques mois plus tard, fin 2018, je me mange un titre sorti l'année d'avant, sur 1994, je me mange le titre Life et son clip que j'avais kiffé et que j'avais téléchargé sur mon ancienne application sur iPhone, où on pouvait directement télécharger des vidéos YouTube et les regarder en hors connexion. Donc c'était deux, j'avais pas non plus téléchargé beaucoup de clips, beaucoup de vidéos, et dans peut-être les 15-20 les 20 vidéos que j'avais téléchargées, il y avait Life de Hamza, qui est un classique absolu de la carrière du South God. C'est un de ses titres phares, tant qualitativement qu'en termes de succès. C'est un de ses vrais top carrières. Voilà. Tout le monde a ce refrain en tête. Ensuite, janvier 2019, une évasion en plein hiver. J'étais donc désormais un auditeur un peu plus à propos. Je connaissais un peu plus la carrière et les sons de ce rappeur belge. Et le 21 janvier 2019, Hamza tease l'arrivée de son prochain album, Paradise, en lançant un compte à rebours sur Instagram. La date fatidique était fixée au vendredi 25 janvier 2019, donc je me suis préparé à écouter ce nouveau son qui allait donner le ton de son premier véritable album studio. Le 25 janvier au matin, en attendant mon bus vers 6h50 à peu près, j'ai lancé le son Paradise qui était sorti à minuit. Et là, l'atome crochu a été immédiat avec ce son. J'ai instantanément adoré. Voilà, le mood était dingue, la production, la mélodie, tout s'alignait. Ce qui me paraissait le plus fascinant, c'était la dissonance temporelle de ce titre. On était en fin janvier, en plein hiver, il faisait bien froid, et Hamza lâchait un son aux couleurs estivales et vibrantes. Ce contraste, en fait, il amplifiait totalement l'effet d'évasion de la musique. Le titre n'était plus seulement une chanson agréable, mais un véritable portail sonore vers le soleil, une invitation à fuir le froid. Le soir même, en rentrant des cours, je me suis jeté sur le clip qui était sorti la même journée. Visuellement, il était tout aussi superbe que le son, bien léché, tourné au Maroc, magnifique. C'était la confirmation que Paradise était un morceau charnière, marquant le début d'un projet très attendu. Paradise a une place spéciale pour moi dans mon cœur, et les statistiques de mon Spotify le prouvent. Aujourd'hui, il est solidement installé à la 14e place des sons que j'ai le plus écoutés de tous les temps sur Spotify. C'est un baromètre plutôt clair de mon attachement à ce morceau. Et maintenant, je vais donc vous parler de mon ancrage émotionnel avec ce titre, pourquoi je fais cet épisode-là aujourd'hui, maintenant avec vous. L'annonce de l'album me rendait forcément hype. Un mois plus tard, le 22 février 2019, sort le featuring HS avec le Marseillais SCH. Alors pareil aussi, je me souviens exactement de où j'étais quand j'ai écouté ce titre pour la première fois. Nous étions en fast-food près du lycée avec mon pote Guillaume pour manger un panini kebab qui était extrêmement gras bien évidemment. Et on avait écouté ce son-là sur le téléphone et j'avais trouvé la partie d'Hamza superbe, mais j'avais pas du tout kiffé évidemment celle de SCH. À cette époque-là, j'aimais pas du tout SCH et il faisait partie de ce club fermé des artistes dont je n'appréciais pas la musique. Hamza était bien sûr dans ce groupe, mais lui, il y était un peu quelques mois avant. Et donc, j'avais un espèce de groupe d'artistes dont je me moquais. Il y avait Hamza, SCH, il y avait Booba. SCH, je me moquais souvent de lui parce qu'il avait un comportement qui était plutôt drôle sur Snap. Il faisait des stories avec des pubs un peu loufoques. Et ça me faisait bien rire avec mes potes. Et il avait aussi certaines de ses lyrics qui me faisaient bien marrer dans ses titres, donc je l'écoutais plus et je regardais plus ses clips à des moments pour me marier avec mes potes, mais j'étais pas non plus. Euh, J'avais pas d'attache pour sa musique. Et c'est drôle de constater que ce petit club, donc par exemple SCH, Hamza, Booba,
Et ben aujourd'hui, quelques années après, eh ben, ils ont fait partie de mes rappeurs préférés all time. Voilà, aujourd'hui dans un top 10. Personnellement, évidemment, dans mon top 10 all time des rappeurs français, il y a SCH, il y a Hamza et bien sûr il y a Booba. Et tout ça, et tout ce que je raconte là, ça veut bien dire qu'il y a que les camps qui changent pas d'avis, hein. Mon ouverture à Hamza avait initié un changement de perception. À l'époque, en revanche, nous étions unanimes sur SCH, il gâchait le morceau. Sont arrivées les vacances de février en 2019 et avec elles, un voyage en Guadeloupe avec ma famille. Et c'est grâce à cette expérience que Paradise et l'album dans son ensemble me ramènent systématiquement à ce doux souvenir de voyage en Guadeloupe. Je me souviens déjà à l'aéroport, dans l'avion, je me souviens avoir écouté Drip or Drown 2 de Guenin. C'était une mixtape qui était sortie peut-être enfin, dans la semaine là, qui était c'est mon projet préféré de Guenin parce que voilà, je suis un peu nostalgique, mais c'est un projet qui est toujours très bon. Il y a des top sons, featuring avec Playboy Carti qui est très sympa. Je crois que c'est mon son préféré, c'est Three Headed Snake avec Young Thug. Non, c'est un son de malade. Et Gunna, c'est un top rappeur américain de la dernière décennie. Voilà, pas all time, hein, mais c'est un rappeur très important des années 2010-2020. C'est un mec qui a mis longtemps à péter, qui a finalement pété, qui a fait son trou en termes de ce rap un peu mélodique. Et j'ai toujours vraiment adoré la musique de Gunna. Aujourd'hui encore, je kiffe ses sons. Euh, Par exemple, ses sons pour l'été, pareil, j'adore. Il sort beaucoup, c'est très. Il a une couleur très estivale lui aussi. On peut lui reprocher, sur ses deux dernières sorties à Guenin, d'avoir des projets trop homogènes, avec trop de sons similaires, et pas vraiment de tubes en fait qui se dégagent de l'album. Qui font qu'en fait on écoute l'album en entier, que c'est super parce qu'il y a un fil rouge et une cohérence artistique en termes de production, et c'est super, mais il n'y a pas de son qui se dégage du projet. Et je trouve que c'est à la fois une très bonne chose, mais à la fois une mauvaise, parce qu'on revient moins sur l'album. Moi, il n'y a pas de son que que je mets forcément dans ma playlist, parce qu'il n'y a pas de son qui me marque directement quand j'écoute l'album. Mais en fait, si je vais écouter un son, je vais directement écouter tout l'album, me mettre dans le mood que j'ai envie d'écouter l'album. Par exemple, Un Grand Soleil, je m'envoie le dernier projet de Guenin, et c'est parfait, notamment pour rouler en voiture, je vous le conseille. Et ce qui est remarquable, c'est que donc Hamza, c'est bien sûr évidemment inspiré d'artistes américains comme Gunna, beaucoup Drake. Voilà, on va pas tout le monde le sait, voilà, il le sait lui-même. Young Thug aussi s'est beaucoup inspiré, notamment au début de sa carrière, sur H24. Aussi Migos, évidemment. Je vais pas tous les citer, hein, les rappeurs américains qu'il a beaucoup écouté, je vais pas tous les citer. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'il a ingéré pour pouvoir concevoir l'ambiance de son propre album, Paradise. Donc l'œuvre d'Hamza, créée pour incarner un fantasme de soleil, et c'est devenu la bande-son d'une évasion réelle, reliant l'inspiration de l'artiste à l'expérience vécue de l'auditeur. Donc là, c'est évidemment pour mon propre cas que je dis ça. C'était une des rares fois, honnêtement, dans ma vie, où je me suis senti au meilleur endroit possible pour déguster et écouter pleinement un album. Paradise a rythmé tout mon voyage. J'ai dans ma galerie gravé à jamais un snap de moi sur la piscine, filmant le coucher de soleil face à la mer avec le titre Paradise, donc le single Paradise en fond. C'était le mood ultime. J'étais seul sur la plage. Il devait être peut-être 18h, 19h. J'étais tout seul, je filmais. Je voulais filmer totalement pour évidemment capturer ce moment qui était incroyable. Et quand j'écoute ce titre, ce snap, il me revient constamment à l'esprit avec évidemment beaucoup de nostalgie. À la sortie de l'album, le 1er mars 2019, j'avais adoré le projet dans sa globalité. Au début, mon morceau préféré, c'était Gynéco. Il a une petite voix dessus. Et j'appréciais énormément l'excellent Minute 13, que je trouve évidemment maintenant avec le temps, c'est un autre top carrière de Hamza. Voilà. C'est peut-être dans mon top 3 de mes sons favoris de lui. C'est un son que je trouve incroyable avec le featuring avec Christine and the Queens, où on a ce petit sample au début, ce sample de ce titre classique qui est incroyable, puis on part sur la partie rappée d'Amza qui est folle. Le seul bémol, c'est évidemment la partie d'Oxmo Puccino qui vient un peu, même si c'est beau ce qu'il dit, à la réécoute, je trouve que la replay value n'est pas bonne, il vient un peu gâcher le son. Même moi, je me souviens à l'époque, j'avais fait une version de ce titre où je coupais directement avec un fondu, je coupais directement la partie de Oxmo. Et donc voilà, c'était un peu ces deux sons-là au début, à la première écoute, qui m'avaient vraiment fait kiffer, c'était Gynéco et Minuit 13. Et je me souviens aussi de l'intimité de l'écoute. Je dormais à cette époque-là, enfin, je dormais durant ce voyage, je dormais avec mon petit frère.
On dormait dans la même chambre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres, on était 5, on pouvait pas se permettre d'avoir une chambre chacun. Et mon petit frère, il avait à cette époque-là 5 ans de moins que moi, il avait 12 ans donc. Et il faisait évidemment dans la chambre très chaud quand on dormait. Et on se réveillait tôt le matin parce que évidemment il faisait chaud, on était réveillés plutôt tôt. Et en attendant que toute la famille se réveille pour aller prendre le petit déjeuner, eh ben, lui, il jouait à Zelda Breath of the Wild, il était en train de poncer à ce moment-là. Et moi, je me souviens, j'avais écouté l'album pour la première fois dans cette chambre, dans le noir total, la moustiquaire qui était bien tirée autour du lit, et c'était vraiment incroyable. Durant le voyage, on partageait un AirPods chacun avec mon petit frère pour écouter l'album ensemble, une façon de tuer le temps avant que toute la famille ne se lève pour entamer une nouvelle journée. Je vais parler un peu de la réception critique de l'album, de Paradise. Donc mon enthousiasme pour Paradise, il contrastait un peu avec la réception de certains médias. Je me souviens par exemple très bien de la vidéo d'Amini Hugo sur l'album. Donc, ces deux personnes qui font des vidéos YouTube de première écoute, de rap majoritairement. Et à cette époque-là, j'étais déjà un grand fan de leur travail. Et j'avais été un peu déçu de leur réaction, parce qu'ils n'avaient pas été aussi conquis que moi par l'album. Et si ma mémoire est assez bonne, ils avaient trouvé qu'il y avait un peu trop de son afro-caribéen sur l'album. Si j'utilise les bons termes qu'il y a dans la vidéo, je crois bien que c'est comme ça. Cette critique, bien que décevante pour moi, valide un point important. Paradise est l'album qui marque un pivot stylistique clair d'Amza vers des sonorités un peu plus R&B, un peu plus afro, où il s'ouvre un peu plus musicalement. C'était une rupture nécessaire qui a permis à l'artiste d'élargir sa base au-delà des puristes de rap, de la trap notamment, en captant un public avide d'une musique plus douce et sophistiquée, qu'il avait déjà évidemment sorti grâce au featuring que j'ai cité tout à l'heure. C'était déjà un peu les prémices de cette ouverture musicale et de cette versatilité. Donc cette période de vacances en Guadeloupe a également été marquée par la validation inattendue d'un père, la validation de Vald, qui à l'époque c'était mon rappeur favori. Il avait publié un post avec la cover de Paradise pour dire, si mes souvenirs sont bien exacts, hein, il avait dit genre quelque chose entre guillemets, je cite, non mais faut le dire quand c'est incroyable. Je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça. Et il avait supprimé le post un jour après ou 2 jours après. Mais ce geste de Vald agissait comme une reconnaissance forte et non sollicitée de l'excellence mélodique et de l'atmosphère de l'album. C'était un saut de qualité indéniable pour moi. Ensuite, quelques mois plus tard, la réédition, la version deluxe de l'album drop le 2 août 2019. Donc ce jour-là, j'étais sur un ferry pour le trajet retour de mes vacances en Corse avec toute ma famille. À la première écoute, j'avais été déçu de la réédition et je la trouvais vraiment pas à la hauteur du reste de l'album classique, évidemment sans les sons rajoutés. Et aujourd'hui, je maintiens plus ou moins mon propos, à part deux trois sons bien cool, dont un énorme banger, le featuring avec 13 blocs, Click Clack, je crois, qui est un top titre. Je trouve que cette version de luxe n'est pas aussi pertinente, mais elle est pas non plus foncièrement mauvaise. Mais moi, dans mon cas, je préfère totalement écouter la première version de l'album plutôt que sa réédition. Moi, je vais écouter du même sort jusqu'à minuit 13. Voilà, les autres sons, je les écoute à côté ou je me les rajoute en file d'attente, mais que les sons que j'ai kiffé vraiment de la réédition. Donc, conception et protagoniste, l'architecture du paradis sonore. Que j'ai pour ce titre, on va essayer de plonger dans la fabrication de ce son devenu culte pour moi. Le cœur de la production, Hamza et Ponko. Donc, le titre Paradise, c'est une production conjointe entre Hamza et Ponko. Parce qu'il faut savoir que Hamza fait aussi ses prods, hein. Sur H24, c'est en majorité lui qui a tout produit. Et donc sur ce titre-là, il produit en collaboration avec Ponko, qui est un des beatmakers attitrés du rappeur belge depuis de nombreuses années. En 2019, à cette époque-là, enfin même avant, hein, même avant 2019, ils avaient déjà sorti des sons ensemble. Et aujourd'hui en 2025, Ponko est toujours affilié énormément à Hamza, on le retrouve beaucoup, on le retrouve en grande partie sur le dernier album de Hamza, Mania, preuve de la solidité et de la longévité de leur collaboration. Donc, l'album Paradise dont le single est issu, il a été enregistré entre Bruxelles, la base d'Hamza et Los Angeles. Cette dualité géographique est essentielle. Bruxelles ancre l'artiste dans ses racines européennes, tandis que Los Angeles symbolise la recherche d'une inspiration et d'une vibe internationale, notamment auprès d'artistes américains qu'il admire, ainsi que pour se mettre dans un mood, on va dire, similaire à la couleur musicale de l'album en termes de production. Donc le titre Paradise, il a eu une vidéo où le titre a été déconstruit par Hamza et Ponko dans le cadre d'une vidéo pour la marque Beats, donc Beats by Dre.
qu'on voit notamment, il y avait une collaboration à cette époque-là, dans le clip de HS, on voit notamment Hamza sur un plan qui est assis dans l'hélicoptère et il a un casque Beats sur les oreilles. Donc c'est quand même un placement de produit à cette époque-là qui est important et qui est mémorable, dû au prestige de la marque qui est Beats, c'est quand même relié à l'un des meilleurs producteurs de rap de tous les temps, le Dieu vivant, Dr. Dre. Donc c'est quand même un step quand on arrive à quand on arrive à faire une collaboration avec Beats by Dre, c'est qu'on commence un peu à poser, c'est qu'on commence un peu à peser dans le game et qu'on est reconnu par ses pairs. Lors de la déconstruction du single Paradise, Hamza et Ponko révèlent un processus de création à la fois instinctif et à la fois méticuleux. Le rappeur confie notamment que ce titre représente un retour à ses racines et à ses origines marocaines, inspiré par la redécouverte de sa terre familiale, transmettant ainsi le message central que tout est possible par le travail. D'un point de vue composition, le morceau est construit sur une base organique, introduite par une mélodie de guitare et une loupe de batterie d'inspiration rock acoustique dans un premier temps. Une approche que Ponko détaille comme la fondation du groove. Ensuite, cette rythmique, elle s'enrichit progressivement et elle devient différente quand le drop commence et on part plus sur des drums purement trap, notamment avec l'ajout de clap et de nappes un peu de synthétiseurs légères et aériennes. Bien que le beat s'ancre dans les esthétiques trap, sa construction est adoucie pour créer une mélodie plus entraînante et plus douce. Hamza, il raconte qu'en studio, il a trouvé directement la top line, instantanément quand il a écouté un peu la loupe, et il souligne un peu le caractère direct et spontané de l'enregistrement. Lui, il fait ça très spontanément. C'est cette capacité à transformer la dureté de la trappe en quelque chose de plus doux, plus mélodique et plus dansant, ce qui fait un peu la singularité et la force de ce single Paradise. Alors le titre il est sorti le 25 janvier 2019, 4 jours après le teasing sur Instagram, et il a aussi servi donc de locomotive à l'album Paradise sorti le 1er mars 2019. Le projet il est publié sur le label Just Woke Up, donc le label indépendant en licence exclusive avec Rex 118. Donc signification et imagerie entre luxe et anxiété. Hamza, c'est pas un artiste qui est reconnu pour son grand lyricisme. Son écriture elle est souvent très égo-trip, plus épurée et orientée vers l'efficacité mélodique et le flow contagieux du refrain qui est très catchy notamment sur Paradise. Cependant, le morceau possède une signification loin de la simple légèreté estivale qu'il semble dégager. Donc l'origine du concept, la tête sous l'eau. Le paradoxe central de Paradise réside dans la dualité entre sa mélodie solaire et son message sous-jacent. Hamza il explique la véritable origine du concept. Pour lui, Paradise, c'est pas un lieu idyllique physique, mais un état mental. L'artiste a précisé que le titre évoque cette sensation d'avoir la tête sous l'eau quand tu es pas bien, et le fait de ressortir la tête de l'eau pour se sentir vivre. Paradise est donc un état de survie et de bien-être retrouvé après une période de lutte ou d'anxiété. Le morceau entier devient une célébration cathartique de la lucidité et du soulagement après avoir été submergé. Cette interprétation confère au titre une vraie profondeur émotionnelle, expliquant pourquoi son énergie est spéciale. Le thème de la lutte pour l'accomplissement est également central. On a la ligne qui revient souvent Parfois je vis, demain je meurs, qui n'est pas une menace littérale, mais une philosophie de vie. Hamza explique qu'il s'agit d'accomplir des choses par la passion, en dépit des obstacles, notamment par son manque de diplôme. Il transmet aussi l'idée que l'ambition et le travail acharné, avec de l'amour, de la passion et de la patience, peuvent mener à la réussite même sans parcours académique classique. Le texte intègre aussi le lexique du luxe et de l'insouciance qui sert d'imagerie pour cet état de réussite retrouvé. Hamza il est très accoutumé de ce genre d'univers lyrique totalement égotrip. Il utilise des termes très carrés et spécifiques pour se comparer à l'élite, notamment VVS, qui est un terme de mesure sur la pureté d'un diamant, donc des diamants de très haute qualité. VVS tellement je shine, il se compare à un diamant brillant. Maintenant, dans le rap français, VVS c'est un mot que tout le monde connaît, mais avant c'était pas un terme qui était aussi connu et implanté dans l'imaginaire collectif des auditeurs rap. On retrouve aussi des références au monde automobile, quand il dit GTS tellement je slide, donc GTS c'est un mode de voiture de conduite sportive, et quand il utilise le terme slide, c'est pour déraper, voilà, qui exprime une prise de risque assumée et l'aisance qu'il a dans le succès. Ces références, elles ancrent le paradis dans une réalité matérielle aspirante, tout en conservant le message sous-jacent d'une victoire personnelle contre l'adversité. On a aussi cette imagerie de l'apnée, un parallèle qui est puissant. Donc l'imagerie visuelle du projet corrobore parfaitement le message du morceau. Le clip, comme j'avais dit, il a été tourné au Maroc, référence donc aux origines de Hamza.
Moi personnellement, j'adore les plans de ride sur le coffre de la Mercedes qui roule dans l'espèce de campagne marocaine sous un magnifique sunset. Franchement, c'est des plans qui sont incroyables. La maison dans laquelle il tourne aussi quelques plans, elle est très belle, avec une architecture bien spécifique à elle. Dans le clip, il a la veste de son clip designer. Et fun fact un peu sur le clip, il y a quelques années, j'avais screen un plan, notamment de quand il est debout sur la voiture, où on voit un peu le coucher de soleil derrière, enfin les couleurs du coucher de soleil, je veux dire. Et c'est un plan que j'avais screen pour en faire un de mes nombreux fonds d'écran sur le PC portable que j'avais. Mais cependant, c'est surtout la pochette de l'album Paradise qui est révélatrice. Elle met en scène Hamza en apnée sous l'eau. Cette image est l'illustration graphique directe de son explication sur les paroles. La tête sous l'eau symbolise le mal-être et la pochette capture ce moment suspendu, ce besoin imminent de ressortir pour respirer et retrouver le paradis. À cette époque-là, Hamza perd son papa, donc c'est aussi pourquoi je pense qu'il allait se ressourcer au Maroc et pourquoi il y a tout ce message implicite dans l'album. Ce contraste entre une mélodie qui me donne envie de danser en plein soleil et un message centré sur la lutte intérieure et les besoins de survie mentale rappelle dans une certaine manière la dualité qui caractérisait notre premier épisode avec Swimming Pools de Kendrick Lamar, qui utilisait une production entraînante pour aborder l'alcoolisme et la pression sociale. Évidemment, c'est à moindre mesure que Kendrick, hein. Je compare pas du tout les deux titres. Kendrick est évidemment beaucoup plus subtil, il va évidemment beaucoup plus loin dans le propos et dans son message. Pour Hamza, c'est quelque chose qui est palpable, mais qui est évidemment beaucoup moins évident, hein. Il est beaucoup plus in your face dans ses lyrics. Là, évidemment, j'intellectualise un peu trop le morceau au niveau de ses lyrics. Je pense que je le fais un peu trop, mais j'ai envie de lui rendre hommage du mieux que je peux. Et je pense que ce que j'ai dit, ça fait partie des messages du morceau, mais qui sont pas aussi faciles à détecter quand on écoute le morceau une première fois, évidemment. Donc maintenant, je vais parler de l'impact et de l'héritage du morceau. La sortie de Paradise fin janvier 2019, suivie de très près par l'album le 1er mars, a marqué une étape décisive dans la carrière d'Hamza, en termes notamment de performance commerciale. Le succès de l'album Paradise n'est pas seulement critique, il est aussi commercial. Le projet a été un vrai catalyseur pour l'artiste, le propulsant vers un nouveau niveau de reconnaissance populaire. En France, il commence à la seconde position des charts et il y reste 94 semaines, et il réalise 9362 ventes à la première semaine. Donc c'est un score qui est plutôt acceptable, mais que je pensais qu'à cette époque-là, il aurait fait plus. Mais évidemment, l'album a fonctionné sur la durée. Et le fonctionnement de l'album sur la durée, c'est à l'image de la carrière d'Hamza. C'est un marathon, pas un sprint. Le 12 mai 2022, il est certifié disque de platine. Et aujourd'hui, il affiche un total impressionnant de plus de 251 millions de streams sur Spotify, ce qui le place parmi les projets les plus écoutés de l'artiste, et il est aussi l'album préféré de beaucoup de ses fans. C'est un album qui a vraiment été acclamé. Dans ce style de rap français, c'est un projet qui est vraiment référence et qui a marqué énormément d'auditeurs fans de rap de ces années-là. Ce score témoigne de la popularité durable du single et de l'album dans son ensemble, confirmant qu'Hamza s'est durablement ancré dans le paysage musical francophone. Par exemple, cette année, c'en est l'exemple. En ce 28 août 2025, le single Paradise a été certifié single d'or, de même pour Valider, single d'or en 2025. Eni Menois, de même single d'or en 2025. Le featuring avec Aya Nakamura, single de platine en 2024. Minuit 13, single d'or en 2024. Et HS, single de platine en 2022. Voilà, donc ça montre que c'est vraiment un projet qui est sur la durée. Voilà, les gens l'écoutent encore. Hamza a prouvé que les mélodies, charisme et l'atmosphère pouvaient être des moteurs de succès aussi puissants que le lyrisme traditionnel. Ce tournant a influencé toute une génération d'artistes en France et en Belgique, légitimement la trappe bien autotunée, bien américaine, sophistiquée, mélancolique. Voilà, vraiment, c'est vrai qu'il a ouvert des portes à ce niveau-là. Je pense qu'il a indirectement, pas des gens qui le ressemblent beaucoup maintenant, mais il a influencé énormément, il a enfoncé beaucoup de portes. Il y a beaucoup de gens qui sont de ses enfants, c'est indéniable. Paradise n'est donc pas seulement un bon single d'album, c'est le manifeste d'une réussite artistique qui a redéfini les attentes du public en offrant une musique qui peut être à la fois une évasion sonore, bande-son de vacances et hymne personnel à la résilience.
Avec ce single, il confirme l'énorme potentiel perçu par les auditeurs sur 1994, qui est aussi pareil un de ses top projets. On passe un niveau au-dessus en termes de visuel, en termes de clips sur les invités du projet, sur Paradise je parle, comparé à 1994. Tout ça, ça pourrait potentiellement être le fruit de la collaboration de Just Woke Up avec le label comme Rec 118, qui à l'époque avait déjà chapeauté de nombreux projets d'artistes marquants. Cette année-là, en 2019, chez Rec 118, il y a Destin de Nino qui sort, Rooftop de SCH qui sort, la tape Mexico de Dausi, Trap Star 2 de Leto et la réédition de Nakamura de Aya. Donc évidemment, tout cela, ça a aidé déjà à faire les collaborations avec SCH et Aya. Ça a été plus facile à faciliter les rapports. C'est d'ailleurs très dommage que c'était quoi en 2022-2023, l'album commun entre Hamza et SCH ne soit jamais sorti. Ça, c'est un énorme pincement de cœur parce que je pense que ça aurait été un énorme banger. Et hier soir, je suis allé voir Hamza en concert à Lille durant le Mania Tour et je vais vous donner mon avis sur le concert, ce que j'en ai pensé. Alors mon avis sur le concert, c'est que j'avais déjà vu Hamza sur scène, mais je l'avais vu en showcase au Milk à Montpellier, enfin à Saint-Jean-de-Védas pour être plus précis. Et je l'avais vu, c'était en 2022, je crois, donc il y a quelques années. Et c'était pas vraiment dans les meilleures conditions. Malgré les 30 minutes resté sur scène, c'était quand même sympa de le voir, j'avais kiffé. Et petite anecdote ce jour-là, j'étais allé chez mon coiffeur, Mougli Barber, pour être au max pour la soirée, pour le showcase. Et mon coiffeur ce jour-là, il était allé coiffer Hamza à son hôtel le jour même pour qu'il ait le dégradé au max avant sa prestation pour le showcase. Donc ce jour-là, Mougli Barber a coiffé Hamza et moi, le GOAT, dans la même journée, donc il a dû être comblé professionnellement parlant. Et d'ailleurs ce soir-là, dans la boîte, il y avait Encaré, il y avait Leto et Joker ensemble. Et à cette époque-là, petite anecdote drôle, par l'intermédiaire d'une fille à qui je parlais, une de ses potes à elle, elle avait embrassé Joker dans le carré ce soir-là. Voilà, donc c'est les petites anecdotes comme ça, c'est très drôle. Et ensuite, j'avais pas eu l'occasion de le voir en concert près de chez moi parce que Montpellier, c'est un peu une ville qui est boudée pour les concerts d'artistes connus. Hamza, il est trop gros pour le Rockstore, donc c'est un peu la salle mythique de la ville de Montpellier. C'est une salle qui est en plein centre-ville où il y a environ 500, une capacité de 500 personnes, je dirais à peu près. Et donc à cette époque-là, il est trop grand pour faire le Rockstore, mais il est à la fois trop petit pour remplir le Zénith de Montpellier ou l'Arena. Là, je parle évidemment entre 2019 et 2022, voilà. À cette époque-là où j'étais vers Montpellier, avant que je parte, il était trop petit. Là maintenant, je fais mes études à Lille. Je suis arrivé à Lille il y a quelques mois. Et en arrivant, je regarde évidemment, quand je change de ville, d'endroit, je regarde toujours les concerts qui sont prévus. Et je vois qu'Hamza a prévu un concert pour le Mania Tour. Je prends évidemment ma place directement. Même si j'avais été un peu déçu du dernier projet, Mania, je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet du podcast, mais c'est un projet qui m'avait beaucoup frustré, notamment en termes de communication autour de sa sortie, voilà. Il tease Rat and Cheese sur son compte secondaire sur Instagram, qui est un son totalement rap, totalement trap. Puis ici, il sort Kiki de Bondy, qui est un son bien rap, bien trap. Puis il sort en Snipette, il sort Bottega Veneta, un son bien rap, bien strip club. Tout ça pour qu'au final, on est sur l'album, on est trois quatre sons trap, voilà. Tout le reste, c'est pas nul, c'est pas mauvais, mais comme je n'ai pas été le seul, hein, on a beaucoup eu l'impression de s'être fait un peu couiller sur la marchandise qui était annoncée en fait. Moi, il n'aurait pas eu cette communication-là autour. On avait notamment sur les visuels, on avait des polices dans un univers imagé très ancré, trap très ancré, trap glory, notamment avec sur les merch, etc. Et donc, moi, j'ai été vraiment déçu de ne pas voir que c'était pas ça sur tout l'album. Il n'aurait pas communiqué comme ça, je pense que j'aurais été moins déçu. Il y a quand même de très bons morceaux, notamment les 3-4 derniers sons de l'album qui sont très sympas. L'intro est bonne aussi, il y a 2-3 sons au milieu qui sont sympas, mais le reste,
c'est pas exceptionnel. Voilà, je vais pas en faire une analyse complète, c'est pas le sujet. Mais j'étais donc évidemment très hype d'aller à ce concert-là hier soir. En arrivant hier soir sur place à la salle de concert au Zénith de Lille, c'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé et j'étais loin d'imaginer vraiment qu'il y aurait autant de filles. Mais après réflexion, j'aurais dû m'y attendre. Quand même, il a un public très féminin et je dirais qu'au concert, il y avait une majorité de filles et il y avait aussi une moyenne d'âge qui était vraiment jeune. Je pense qu'il y avait énormément de mineurs. Donc déjà, dans ce sens-là, c'était pas vraiment bien parti. Dans le sens où à 17 ans, pour la grande majorité, ils connaissent pas. Ils connaissent que les un ou deux derniers projets sortis en date de l'artiste. Donc pas vraiment de gens qui connaissent des sondages 24 de Zombie Life. Voilà, ils connaissent pas ça. Donc pas des fans comme moi, voilà, sans vouloir me donner toutes les fleurs du monde. Donc ça, j'avais déjà des a priori avant que le concert commence. De plus, moi j'étais en tribune parce que j'avais pas pu prendre. Au moment où j'avais pris mes places, c'était quand même un ou deux mois à l'avance, donc il avait annoncé la date bien avant et je crois qu'il y avait plus de place en fosse. Et puis depuis quelques temps, je préfère être un peu assis en tribune, comme ça je me fais pas bousculer dans les pogos, dans des pogos qui sont à certains moments inutiles. Moi j'aime bien les pogos quand ils sont à des endroits clés, des titres bien spécifiques. Moi, si c'est pour faire un pogo sur 1994 de Hamza, voilà, faut aller se faire enculer, moi ça me plaît pas. Et ça a tendance à m'agacer. Et en plus, j'ai aussi des difficultés à rester debout, enfin à rester statique sans bouger durant longtemps, j'ai beaucoup de mal. Alors la première partie était très cool, on a eu un DJ qui est venu mettre des bons sons de rap américain, de rap français pour chauffer la salle. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai pensé du concert, de la prestation d'Usos God. J'ai quand même été quelque peu déçu. Premièrement, je trouve inadmissible quand Big 2025, en payant 60 €, les rappeurs fassent encore du voice-over. Donc Hamza, hein, c'est loin d'être le seul, hein. Je suis allé voir Booba il y a 2 mois, il a fait du voice-over. Donc le voice-over, c'est quoi? C'est rapper par-dessus les pistes audio. Donc c'est pas totalement du playback, mais il rappe sur ses pistes audio, donc il rappe pas tous les titres. Et je trouve ça honteux, honnêtement. On paye cher et qu'il n'y ait pas une prestation comme ça de A à Z, maîtrisée, de rapper sur tous les sons. Je trouve ça, ouais, c'est pas normal. Moi, il y a quelques années, il y a 2 3 ans, j'ai vu Green Montana en concert à Montpellier. Green Montana qui, on comprend rien à ce qu'il dit, voilà. Il n'y a pas de mépris pour sa musique, j'adore sa musique, hein. Mais on comprend pas bien ce qu'il dit, c'est pas le mot de but de sa musique, c'est vraiment un mood, c'est d'avoir une mélodie, notamment à la manière d'Amza. Donc il est souvent incompréhensible sous autotune, Green Montana, mais malgré tout, il n'a pas fait de voice-over. Voilà. Pendant tout le concert, pendant 1 heure et demie, il a fait zéro voice-over. Il a rappé tous ses titres de A à Z. Donc si Green Montana le fait alors qu'on comprend rien à ce qu'il dit, les autres rappeurs, ils ont aucune excuse. Voilà. Ensuite, la scénographie. Elle était cool, mais sans plus. Voilà. Il y avait des jets de flammes qui étaient bien stylés quand même. Et quelques inserts et effets sympas sur grand écran selon les sons, voilà. Où on avait des images, où on avait des effets spéciaux. Une scène où en fait il y avait une scène à 2 niveaux, voilà, une scène où il était plus élevé et une scène plus bas, où tous les deux sons ils switchaient, ils montaient sur la scène élevée sur la plateforme, où ils descendaient plus bas. Au-dessus de ça, il y avait encore une autre plateforme qui montait, qui redescendait, qui diffusait de la lumière sur Hamza. Et cette plateforme-là, elle était vraiment stylée, et qui aurait pu être, mais qui n'était pas très bien incorporée dans le set. Elle n'a pas été bien assez exploitée, malgré la fin stylée où Hamza était assis clairement sur cette plateforme-là. De plus, Hamza, il n'a pas non plus une prestance et une présence de dingue sur scène, hein. Je pense qu'il aurait pu plus jouer avec le public. Il s'est adressé beaucoup de fois au public, hein, durant tout le concert, mais il a manqué d'un peu de jeu, d'entertainment. Séparez-vous, faites des pogos, les gens à droite, faites du bruit. C'était vraiment. Il aurait pu aller plus loin à ce niveau-là, je trouve. Et ensuite, dernier point, la setlist. Mais ça, c'est très subjectif. Pour moi, il y avait trop de sons de Mania, donc j'ai dit que j'ai pas énormément apprécié. Donc beaucoup de gens connaissaient pas les paroles, hein. Et il n'y avait pas assez de son rap ou à l'ancienne à mon goût. J'aurais voulu plus de tracks de Paradise, de H24, de 1994. Même si pour avoir ça, j'aurais dû évidemment aller voir Hamza à ces époques-là, à un moment de ces tournées-là, mais je pouvais pas y aller, j'étais encore mineur, c'était compliqué.
J'ai bien kiffé un peu certaines pauses où il y avait des moments de vie diffusés à LA durant la création de Mania, la création des sons, des clips, etc. Ça faisait un peu une pause divertissante dans le concert, et parce qu'on voyait des images qu'on n'avait jamais vues. Et de même, il y a eu aussi une entracte de sons où il y avait le DJ passait des sons de Hamza à l'ancienne. Donc on a eu des sons de H24, Zombie Life, de même de l'EP New Casanova, de Santa Sauce, de 1994, de Paradise qui était diffusé. C'était une séquence qui était vraiment trop cool, où il passait des petits extraits à chaque fois, on s'est régalé. Mais le grand bémol, c'est que c'était pas rappé par Hamza. Voilà, c'était seulement animé par le DJ. Et c'est dommage, voilà, j'aurais kiffé le voir pull-up sur Destiny Child et me lâcher 30 secondes du son, en fait, ça aurait été incroyable. Mais malheureusement, c'était pas comme ça. Et de plus, mes prédictions d'avant-concert se sont avérées justes. Sur les sons les plus vieux, beaucoup de personnes ne connaissaient pas les paroles. Bon, voilà, ça m'a pas surpris tant que ça, hein, c'était plutôt prévisible. Après, le problème, c'est qu'Hamza a trop de sons que j'aime. Donc, dans la majeure partie des possibilités, j'aurais sûrement été déçu par la setlist. Malgré tout, il y avait une bonne ambiance quand même dans la salle pour les gros titres. Tout le monde chantait. Pour conclure, c'est un concert que j'ai kiffé parce que je suis un fan d'Hamza et que sur les sons que j'adore et qu'il a rappé, il m'a eu. Enfin, voilà quoi, j'ai été envoûté. Notamment sur Minute 13, qui est un de mes sons préférés que j'aime beaucoup. Il m'a vraiment, la mise en scène était très intimiste. Il y avait un caméraman qui le filmait. C'était très intimiste l'interprétation sur scène. J'ai eu totalement les frissons pendant ce son. Donc bon, voilà, ça s'achète pas ça. Ça n'a pas de prix. C'était quand même super. Mais en restant objectif, c'est un concert cool, mais très loin d'être incroyable. Et c'est pas un concert qui restera dans le top des concerts que j'ai pu faire dans ma vie. Pour conclure, voilà pourquoi Paradise d'Amza fait partie de ces titres qui me donnent littéralement des frissons à chaque écoute. Je pense pas que ce soit le titre le plus marquant de l'album, ni même mon son préféré de l'album, mais c'est celui pour lequel j'ai le plus de souvenirs en commun, notamment ce snap dont je vous ai parlé. L'alchimie qui opère dans ce morceau est parfaite, c'est l'union de la légèreté mélodique, de l'appel au voyage avec de la profondeur d'une thématique universelle, la lutte pour ne pas sombrer, le besoin de respirer, de ressortir la tête de l'eau. Le son est une expérience complète, indissociable d'une époque de ma vie, du climat de la Guadeloupe. De la découverte de l'album partagé avec mon petit frère, c'est la cristallisation d'une émotion pure capturée dans ce snap face à la mer, au coucher de soleil, où la musique d'Amza est devenue la bande-son de mon voyage et de nombreux étés que j'ai pu passer. Ce son illustre parfaitement le cœur de ce podcast, rendre hommage à ces morceaux qui, au-delà de simples divertissements, s'imprègnent dans nos souvenirs, dans nos mémoires. Un son qui ne se contente pas de faire bouger seulement la tête, mais qui te ramène à un lieu, à une personne, à une émotion. Hamza, et qui est le Sauce God, avec Paradise, a réussi à transformer la mélancolie en mélodie, la lutte intérieure en évasion. C'est un titre qui te suit, qui te parle différemment selon les moments, mais qui garde toujours cette même intensité. Merci encore une fois de m'avoir écouté pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour décortiquer un autre de ces sons qui me donnent la chair de poule. A très vite. Ciao les poulettos.